Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un autre épisode hors série. Alors peut-être que tu commences à t'y habituer. C'est des épisodes où je ne suis pas toute seule, c'est des épisodes où je m'entoure de personnes inspirantes. Et là, je suis super heureuse d'être avec une femme que je connais bien. On a fait la même formation d'accompagnante du féminin. Et du coup, c'est Manon que je reçois aujourd'hui. Coucou Manon. Bonjour Céline, bonjour à tous. Hmm. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande. Moi, quand j'ai vu ce que tu proposais, je me suis dit, ah, il y a un truc à faire. Donc, je suis très contente que tu sois avec nous. Aujourd'hui, on va parler grossesse, on va parler postpartum, on va parler bébé, mais on va parler couple aussi, puisque c'est le lien et la thématique de cet épisode. Mais je vais te laisser avant tout, Manon, te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là. Très bien, merci Céline. Alors, de formation, moi je suis psychomotricienne. Pendant 8 ans, j'ai travaillé en hôpital, en institution auprès de différents publics. Et après toutes ces années, j'ai souhaité m'orienter vers un accompagnement différent, qui soit plus holistique, qui soit plus aligné à mes valeurs. Donc pour ça, je me suis formée à la naturopathie, au coaching, à la gynécologie holistique, à l'accompagnement du féminin, donc justement avec Céline, à l'accompagnement périnatalité et au métier de doula. J'ai tous ces outils, ces super outils dans ma boîte à magie. Et j'ai également conservé justement mon bagage de psychomotricienne avec certains outils comme la danse, le dessin, la relaxation. Et pour ne pas m'enfermer dans une seule case, pour ne pas que ce soit réducteur et montrer vraiment tout ce que je peux offrir, proposer aux personnes, je me considère comme une accompagnante holistique du féminin et de la périnatalité. Et justement, dans mes accompagnements, moi, j'ai trois axes de travail. J'ai d'abord le premier axe qui est le féminin blessé. Il s'agit d'un accompagnement en individuel pour des femmes qui ont vécu un trauma au niveau corporel. C'est pour les accompagner à se reconnecter à leur corps, à leur féminité et à leur autonomie. Ça concerne autant des accouchements traumatiques, des fausses couches, des troubles gynécologiques, des agressions sexuelles. Donc voilà, c'est vraiment assez large au niveau du trauma corporel. Le Hmm. deuxième axe, c'est le féminin sacré, donc ce sont des ateliers, des cercles et des accompagnements de groupe autour du cycle et de la sexualité pour briser les tabous, retrouver sa souveraineté et son autonomie au niveau de sa santé, notamment gynécologique. Et ça passe également par la sensibilisation des hommes, la sororité avec les cercles et des rites de passage comme pour les premières ménages ou les blessing way. Donc les blessing way, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un peu comme la baby shower, mais vraiment en se centrant sur la maman plutôt que sur le bébé. Il n'y a pas le côté fête à l'américaine qu'on peut voir dans la baby shower. Et enfin, mon troisième axe, c'est sur la parentalité, donc où il y a à la fois des accompagnements individuels et des ateliers qui vont de la préconception, donc vraiment quand on a décidé d'avoir le projet bébé en couple, jusqu'au postpartum, pour accompagner les femmes et les parents sur le chemin de la parentalité en toute sérénité, en leur apportant les informations nécessaires, mais aussi du soutien et de l'expérience corporelle dont ils pourraient manquer dans leur quotidien et pour qu'ils ne se sentent pas seuls et démunis. Et enfin, pour prévenir la dépression pré- et postnatale et également le burn-out parental. Et sinon, plus personnellement, puisqu'on parle de couple, de sexualité, de grossesse, je suis en couple depuis 13 ans et mariée depuis 6 ans avec mon mari. Et je suis bientôt maman pour la première fois d'un petit garçon qui devait arriver le 6 avril, mais qui va certainement arriver un peu plus tôt. Donc voilà, donc je me sers aussi pendant cette entrevue avec Céline à la fois de mes connaissances, mais également de mon vécu parce que je suis vraiment en pleine expérimentation personnelle également. Bah à fond. Là, clairement, tu as fait toute l'expérimentation Oui, préconception, grossesse. je peux pas être mieux préparée.
Génial. Moi, c'est trop chouette. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai eu envie de te recevoir parce que du coup, enfin, j'ai eu l'occasion donc de suivre un petit peu ce que tu as traversé pendant ta grossesse, de suivre aussi, du coup, ce que tu proposes dans tes accompagnements. Et j'aime énormément, voilà, cette idée que tu accompagnes les femmes, mais qu'il y a aussi un axe pour les hommes aussi, ou en tout cas, voilà, pour les personnes qui sont en couple hétérosexuel ou même autre, hein, finalement, mais qui est une place pour l'autre personne du couple. Et donc ça, je trouve que c'est très très chouette. Et aujourd'hui, moi, j'avais très envie on aurait pu creuser plein de sujets, mais j'avais très envie qu'on aille voir justement tout ce qui touche la grossesse, le postpartum. Et quand on a discuté au tout départ, tu m'as dit, mais moi, j'ai envie vraiment qu'on parle des 1000 premiers jours. Et du coup, bah, je te laisse la parole sur ces fameux 1000 premiers jours. Qu'est-ce que ça englobe? Et voilà. Et pourquoi c'est important, en fait, de peut-être pas justement parler uniquement de la grossesse ou du postpartum. Alors, les 1000 premiers jours, c'est parti d'une étude de Boris Cyrulnik, donc qui est un neuropédiatre, neuropsychiatre, qui est très connu pour être un des pionniers sur la résilience. Il a écrit beaucoup de livres comme Les vilains petits canards et Dieu n'existe pas. Enfin, il a vraiment écrit beaucoup de livres. Il a notamment eu, personnellement, il a vécu la déportation. Donc, la résilience, il connaît bien. Et ça, c'était une de ses dernières études. Elle doit dater des années 2020-2021. Et donc, c'était justement pour montrer l'importance des 1000 premiers jours. Donc, dans ces 1000 premiers jours, on a du moment de la conception jusqu'à peu près aux 2 ans de l'enfant. Et il montre vraiment l'importance de cette période au niveau de son développement, que ce soit au niveau affectif, relationnel, physiologique, comportemental, cognitif, vraiment l'ensemble des aspects-là. Beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là. Donc, c'est une étude nationale pour montrer aussi l'importance pour le gouvernement, notamment, parce que c'est aussi destiné au gouvernement qui a demandé cette étude-là, pour le congé parental, pour qu'il soit rallongé, et notamment pour les papas. Enfin, pour les papas, pour le coparent, pour montrer que justement, il n'y a pas que la maman qui a besoin d'être présente pour son bébé, pour cette nouvelle personne qui arrive dans le foyer, mais également le deuxième parent pour montrer que, enfin, peu importe que ce soit un papa, une deuxième maman, la grand-mère, que sais-je, mais vraiment qu'il y ait cette dyade autour de l'enfant pour l'importance de son développement. Ouais, c'est primordial, hein. C'est vrai que c'est pas pour rien hein, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui militent pour que ce congé là du deuxième parent, certes il a été rallongé, mais clairement il faudrait beaucoup plus. Il y a plein de pays d'ailleurs Ouais. qui l'ont compris, donc on espère que bientôt Ouais. ce sera le cas aussi en France. Bah déjà, c'est grâce à cette étude que le congé paternel a été rallongé, donc qui est passé à 1 mois. Donc, petite victoire pour les papas, mais on sait que, voilà, bien sûr, ça ne suffit pas. Faudrait qu'il y ait beaucoup plus, comme dans les pays nordiques qui l'ont bien compris, ils sont bien en avance sur ce sujet-là, notamment par rapport à nous. Moi, j'ai eu des amis autour de moi qui ont eu un bébé. Et en fait, c'est marrant, je me suis toujours rendu compte que, il y avait beaucoup de discussions ou beaucoup d'entourage, j'avais l'impression vraiment, alors, avant la grossesse, si elles en parlaient, pendant la grossesse. Et souvent, il y avait un petit peu ce vide de, tiens, bah, ça y est, j'ai accouché, trop chouette. Et après, presque comme si la vie reprenait, quoi, et comme si rien n'avait changé. Il y a un peu ce côté où j'ai l'impression qu'on oublie un peu une partie, quoi, qu'on est vraiment, la grossesse est totalement visible, mais qu'on va oublier un peu le côté préconception et qu'on va oublier aussi un peu ce côté postnatal et un peu ce côté, bah ouais, après la grossesse, il y a le bébé, bon bah oui, mais il y a plein de choses à faire et c'est plus silencieux, j'ai l'impression. Oui, et c'est ce qui ressort beaucoup des témoignages de façon générale, c'est que en postnatal, en fait, oui, ben, il y a bébé, donc on s'est beaucoup focalisé pendant les 9 premiers mois sur maman. Et Ouais. puis après, pouf, c'est comme si la maman n'existait plus, il n'y a plus que le bébé. Hmm. Et on dit, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour éviter justement tout ce qui est dépression postpartum.
La, la maman qui a été vraiment mise un peu limite dans un petit cocon où il y avait plein de rendez-vous autour de la grossesse, peut se retrouver démunie du jour au lendemain, en plus avec la chute d'hormones. Donc, il faut quand même être vigilant à ça, mais même l'entourage aussi, Ouais. qui peut tendance à être beaucoup focalisé sur le bébé. Et même, c'est bête, mais par exemple, quand on va voir le bébé pour la première fois, on va faire un cadeau au bébé et on va pas en faire un à la maman. Ouais, c'est vrai, hein. C'est les petites attentions comme ça qui font que, oui, bah, vous êtes gentil, mais moi, je l'ai porté pendant 9 mois et puis maintenant, je suis fatiguée, j'aimerais bien qu'on m'aide. Ou maintenant, dans les mentalités, ça change un peu. Par exemple, il y a de plus en plus, on dit, ah bah tiens, si tu viens me rendre visite, fais-moi un plat, par exemple. Faut pas que Hmm. la maman ait à cuisiner. Donc, ça commence petit à petit à rentrer, mais il y a encore toujours, pareil, besoin de militer dessus, quoi. Ouais. À titre personnel, toi, du coup, comment t'envisages cette période qui est imminente, du coup, pour toi, là, qui arrive, comment tu t'as préparé tout ça? Alors, on va dire, bon, comme on dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc là, je suis déjà, donc le fait que ce soit potentiellement plus tôt, donc déjà, ça permet de me réajuster dans le sens où, bon, ça va, nous, on avait déjà tout préparé à la maison. On a le sac de la maternité du bébé qui sont prêts, la chambre est prête, euh, tous nos, tout notre entourage est au courant. Donc, je sais aussi que si jamais ça arrive et que mon mari qui travaille peut pas m'accompagner de suite, je sais que j'ai quelqu'un qui peut m'amener à la maternité au cas où. Hmm. Euh, Ensuite, pour le postpartum, voilà, je sais aussi qu'on sera accompagné. Il y a des associations aussi qui sont spécialisées en postpartum. Moi, je pense notamment au premier au Club Poussette. Mhm. Donc, moi, je me suis aussi renseignée et j'ai adhéré à ce club. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une association nationale c'est que des mamans, donc que ce soit des mamans solo, des mamans en couple, etc., ou également des femmes enceintes, et qui, à l'origine, avait pour but de lutter contre l'isolement et la dépression du postpartum. Hmm. Donc, pour ce faire, il y a des réunions mensuelles, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas encore allée, des réunions mensuelles avec les mamans qui peuvent venir accompagner ou non de leurs enfants. Et il n'y a pas le coparent, c'est vraiment pour les mamans. Hmm. Et ça, quel que soit aussi l'âge des enfants. Parce que je vois dans les discussions des enfants, il y a des mamans qui ont des enfants quand même assez grands. C'est pas des tout petits bébés ou des nourrissons, quoi. Donc, c'est Hmm. vraiment pour créer du lien social, s'échanger les bons plans, se soutenir. Il y a même un club, une partie du club qui est réservée pour, ils appellent ça le night club. C'est pour les enfants qui ne font pas leur nuit. Donc, les mamans qui sont vraiment à bout, qui ne dorment pas, donc elles peuvent échanger même la nuit à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pour les soutenir en premier lieu. Hmm. Donc, faut vraiment pas hésiter à se tourner vers ce genre de collectif. En général, il y en a dans pas mal d'endroits en France et vous pouvez même le créer aussi si vous n'en avez pas à proximité de chez vous. Il suffit de leur envoyer un message et vous explique comment faire. Enfin, c'est quand même bien fait. Ouais, génial. On mettra un lien dans le podcast pour que vous Ouais. puissiez retrouver tout ça, mais c'est très chouette. Moi, j'entends que vraiment c'est important en fait d'être entouré, mais que ce soit par ses proches, mais aussi par des associations ou en tout cas voilà avoir des lieux ressources aussi pour dire ok j'ai un truc pour souffler quoi. Ouais. Et Hmm. ne pas hésiter à demander de l'aide, quoi. Juste, vous avez même votre voisine, vous avez votre conjoint, vous avez euh, n'importe qui, vous dites, non, là, j'ai besoin de dormir, vous lui confiez une demi-heure et vous allez dormir, vous allez vous promener, vous allez manger, ne rien faire, mais vous vous accordez ce temps-là pour vous parce que on a tendance à dire, bah, ça y est, maintenant, je vis H24 pour mon bébé, je suis dédiée corps et âme à lui, mais non, faut pas s'oublier, sinon, le risque de péter un plomb peut vite arriver
Et malheureusement, ben, on voit bien aussi dans les syndromes du bébé secoué aussi, ça peut venir de là aussi. Enfin, ça peut entraîner, ça peut aller jusque là, malheureusement, dans des cas très extrêmes. Je dis pas que c'est ce qui va arriver pour tout le monde, mais voilà, c'est aussi quand on voit des parents qui sont vraiment épuisés, qui sont démunis, qui se sentent seuls face à la détresse de leur enfant, qui ne savent pas gérer, qui sont épuisés. Donc voilà, si on peut éviter tous les cas extrêmes comme voilà le bébé secoué, la dépression, le burn-out, c'est toujours ça de prix. Ouais, clairement. Ouais, 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 c'est complètement ça. C'est hyper important de parler de tout ça et de se dire, bah oui, oui, je me donne à fond pour mon bébé, mais en fait, si moi je suis pas moi-même un peu rechargée, bah au bout d'un moment, en fait, ça va lâcher, quoi. Donc ouais, merci de parler de ça, c'est important. Et ça me permet de rebondir un peu justement sur cette place du coparent. C'est vrai que bah, ici, je parle beaucoup du couple. Et là, je me pose un peu cette question de comment l'autre va trouver sa place un peu. Peut-être que toi, tu l'as vu avec ton mari ou avec d'autres témoignages de personnes que tu accompagnes. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors bah déjà, il n'y a pas de recette miracle. En fait, c'est déjà chacun réagit avec son propre mode de fonctionnement. Ouais. Il y a des, je vais dire papa pour que ce soit plus simple, mais ça comprend vraiment les coparents de façon générale. Il y en a qui vont être vraiment dans le matériel, donc à se dire ah mais moi il faut que je gère la liste de naissance, il faut que je gère le siège auto, il faut que j'aille faire des provisions de couches. Enfin voilà, ils vont vraiment être focalisés sur quelque chose de très matériel, très palpable. C'est beaucoup les hommes en général, ils ont besoin de se rassurer matériellement. Et sinon, il y en a certains, voilà, selon leur sensibilité, ils vont lire des livres, ils vont aussi accompagner au rendez-vous. Donc voilà, donc chacun va s'orienter vers ce qui lui parle le plus. Hmm. Donc j'ai envie de dire, il faut pas le forcer, le brusquer, notamment si par exemple il fait quelque chose que nous on aurait fait différemment. Il est passé devant un magasin de puériculture et il a vu un petit body, un vêtement, il a flashé dessus, il arrive et vous le trouvez super moche. Mais vous dites, c'est super, tu t'es investi, c'est bien. Ou alors il a pas pris la bonne taille. Il a pris du naissance alors qu'on vous dit, faut pas prendre plein de vêtements en naissance parce que il risque de pas rentrer dedans. Enfin, les habituels débats. Et dites, mais c'est bien, c'est joli et tout, bravo, tu l'as acheté où? Enfin voilà, un peu le féliciter, le valoriser. Les hommes sont sensibles en plus, sont plus sensibles que nous sur les paroles valorisantes dans les 5 langages de l'amour notamment, quand on fait référence à ça. Donc, euh, donc voilà, donc chacun va prendre un peu la place qu'il veut, mais il faut pas que nous aussi on hésite à leur laisser, parce que parfois on a tendance à se dire ah non c'est bon je vais gérer, à vouloir un peu tout contrôler. Donc on peut leur proposer des pistes. Donc on se dit bah tiens j'ai trouvé tel livre ou telle ressource sur la grossesse ou sur comment va se passer l'accouchement. Est-ce que tu veux le lire? Leur proposer d'être présent au rendez-vous de grossesse, donc que ce soit médecin, sage-femme, gynéco, préparation, les cours de préparation à l'accouchement, ou que vous alliez chez l'ostéopathe, tout professionnel et qui vous suit pour votre grossesse. Pareil, choisir les affaires de bébé ensemble, que ce soit pour faire votre liste de naissance, quand vous allez acheter quelques vêtements. Voilà, vraiment, vous avez pas mal de choses à lui proposer. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est parler vous-même de vos propres peurs, de vos angoisses, de vos craintes, de votre ressenti. Ne pas tout garder pour vous. Ne pas dire non, je suis une super maman, je suis une warrior, je laisse rien passer. Et vous lui dites, ben voilà, tout ce que vous êtes en train de traverser, parce qu'on sait que la grossesse, c'est quand même une période avec des gros chamboulements à beaucoup de niveaux. À beaucoup de niveaux. Donc voilà, vous lui dites, vous partagez, vous communiquez. Et aussi, à la fin, une fois que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, vous l'invitez également à partager ses propres craintes, doutes, ressentis.
Hmm. S'il est OK, bien sûr. Que parfois, on dit non, non, ça va, tout va bien, pas de, j'ai pas peur, aucune appréhension, ça va. Donc voilà, mais voilà, déjà, donc de lui dire que la porte est ouverte et qu'il peut s'épancher dessus. Et ça peut être des peurs, voilà, où aussi on fait pas forcément le lien, mais finalement, ah tiens, finalement, bah, ça me refait penser à quand j'étais petit, ben, j'ai pensé à ça, ou alors j'ai vécu ça. Ça peut faire remonter des choses également chez le coparent, chez le papa. Donc, qu'il n'hésite pas et lui dire que si jamais, voilà, il préfère échanger avec un professionnel comme un psychologue, par exemple, qu'il n'hésite pas aussi. Voilà, ça peut se faire au sein du couple ou au sein de ou auprès d'un professionnel s'il préfère un espace plus neutre. Le chamboulement émotionnel, c'est vrai que on en parle beaucoup avec les mamans, avec la dépression qui peut être prénatale, postnatale, mais c'est vrai que pour le deuxième parent, ça bouge aussi, quoi. C'est un gros chamboulement émotionnel aussi, hein, finalement. Ouais. Et sachant que la dépression prénatale peut également toucher les hommes. C'est Hmm. entre 11 et 35% des hommes, si je ne dis pas de bêtises, sur les statistiques. Il y a également les hommes qui peuvent être concernés. On n'a pas déjà que la dépression prénatale, on en parle beaucoup moins que la postnatale, mais alors chez les hommes, on en parle vraiment exceptionnellement, quoi. Hmm. Donc pour ça, il faut pas les oublier et c'est pour ça que je fais une aparté, mais que c'est pour ça que je veux vraiment inclure les hommes dans mes accompagnements pour vraiment pas les négliger parce qu'ils ont déjà pas beaucoup d'espace pour eux et aussi parce que comme ça, ils ont moins d'excuses pour moins s'y mettre. Pour s'occuper de leur enfant. Donc là, je dis, non, mais c'est vraiment parce que aussi, voilà, le foyer, c'est pas juste un parent, enfin, sauf si il y a une maman solo, bien sûr, mais dans le cadre d'un couple, ben voilà, il y a le coparent aussi, et c'est important de l'inclure. Est-ce que quand on arrive justement là, là tu nous as beaucoup parlé effectivement de tout ce qu'on peut mettre en place, voilà, au Mm. moment de la naissance ou pendant la grossesse, comment encourager aussi voilà ce deuxième parent à prendre sa place, sa juste place, hein, clairement. Euh, Souvent la grande peur, j'ai l'impression aussi quand on attend un enfant, c'est de se dire oh, après j'ai un enfant, waouh, qu'est-ce que je fais avec mon couple? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je pourrais encore avoir une vie de couple, même sans forcément Oui. rentrer dans la sexualité, mais comment ça Mm. va se passer en fait? Oui, ah bah oui, ça c'est la grande question, c'est la grande peur des couples et pas forcément en plus, pas que si c'est le premier enfant, même après un deuxième, parce que chaque grossesse est différente, donc ça peut s'être plutôt bien passé pour le premier et le deuxième, on voit que finalement il y a d'autres choses qui émergent, donc qui impactent également le couple. Hmm. Alors justement, en postpartum, il y a vraiment une dyade, donc une relation duelle qui s'installe entre la maman et le bébé. Ben, c'est aussi sous l'effet des hormones. Et donc là, ça peut être facile d'évincer le partenaire. Donc encore plus s'il y a un allaitement. Hmm. Donc parce que l'allaitement, on dit, bah, moi, tu veux que je m'en occupe, mais c'est toi qui lui donnes à manger, en Hmm. gros. Eh oui. Donc ça peut être facile de se dire, bah oui, on reste très centré sur la maman. Mais par exemple, justement, pour que faciliter l'allaitement, par exemple, l'enfant, au tout début, il doit être très souvent en peau à peau. Donc vraiment, que vraiment le bébé, il sente la peau d'abord de sa mère parce que c'est quand même dans son ventre qu'il a été pendant 9 mois, donc il reconnaît son odeur dès qu'il sort du ventre maternel. Mais également le papa, il va apprendre à reconnaître son odeur. Donc, en fait, il faut qu'il soit très souvent au bras. Et puis, comme ça le calme. Il reconnaît les odeurs, ça le rassure. Il a la chaleur. Enfin, ça a vraiment beaucoup de bénéfices, le pot à pot. Et le papa peut participer au pot à pot. Il n'y a pas que la maman. Donc, déjà, rien que ça, l'avoir très souvent au bras. Et contrairement à ce que tout le monde vous dira, ça fera un enfant capricieux qui voudra être qu'au bras. Ne vous inquiétez pas, en tout cas dans les 3 premiers mois, un enfant ne fait pas de caprice. Il a besoin vraiment de ressentir ce contact, comme parce que nous sommes des mammifères et en fait
Les animaux dans la nature aussi sont très en contact avec leur maman. Ils ont vraiment besoin de cette chaleur, de ce contact corporel. Donc, ne le laissez pas dans sa chambre toutes les journées dès les débuts, quoi. Après, ça viendra, mais pas au tout début. Donc, il y a le pot à pot. Par exemple, aussi, vous pouvez demander de répartir les tâches. Si vous allaitez ou que c'est vous qui donnez le biberon, par exemple, papa peut s'occuper du change ou du bain. Ouais. Voilà, ça peut être chacun son moment. En plus, comme ça, vous n'avez pas à vous coltiner toutes les couches. Vous partagez avec le papa, ça c'est bien. Bah oui. Et comme ça, il n'a pas l'excuse de dire, oh, je sais pas comment on fait et tout. Donc voilà, donc il peut faire ça, mais la partie bain est quand même plus sympa pour lui, sachant qu'il ne faut pas donner des bains aussi tous les jours à un nouveau-né. Hmm. Voilà, déjà. Mais juste le fait de le changer, enfin, de l'habiller, de changer, ça peut déjà créer du lien avec l'enfant. Bah, vous lui parlez, euh, vous pouvez un petit peu le masser, enfin, lui faire comme des petites papouilles, chanter avec lui. Bah, déjà, rien que ça, vous allez créer une relation avec votre enfant. Déjà. Donc, vous allez vous sentir moins exclu de ce que la relation que la maman peut avoir avec votre enfant. Mais donc voilà, donc déjà, vous allez rentrer dans cette dynamique. Après, plus que pour que ce soit avec la maman, parce que là on a parlé plus de la relation avec l'enfant. Mhm. Donc il faut pas oublier que avant d'avoir cet enfant, surtout si c'était le premier, vous étiez un couple Ouais. et que vous étiez deux à la maison et là donc ça va tout chambouler. Donc c'est sûr, il va y avoir une période d'adaptation plus ou moins importante selon le rythme que vous aviez, selon votre travail, selon vos affinités, ce que vous aviez l'habitude de faire, des activités, si vous aviez une vie sociale très importante avec beaucoup de sorties. Certes, vous allez devoir faire des ajustements, mais vous pouvez vous instaurer des rituels, des rendez-vous pour ne pas oublier justement que vous êtes un couple et que vous avez besoin de vous retrouver à deux. Donc, même s'il peut être difficile au début de confier son enfant à quelqu'un d'autre, même à un parent, bah, par exemple, vous dites, bah, le soir, vous faites un dîner aux chandelles à la maison. Déjà, rien que ça. Quand le bébé dort, on espère qu'il dorme un petit moment quand même, mais et voilà, déjà, ça peut commencer par ça, se faire juste un vrai repas, assis, pas devant la télé ou en mangeant vite fait un mot de pizza, mais vraiment un repas que vous aurez eu le temps de cuisiner. Au pire, vous vous faites livrer, mais un vrai repas. Vous pouvez mettre des fleurs sur la table, une bougie, une petite musique d'ambiance, vraiment le dîner un peu cliché, romantique, si ça vous plaît. Mais voilà, vraiment quelque chose qui marque le coup et vous dites, ben non, ça c'est vraiment notre moment à tous les deux. Je sais pas moi si vous avez l'habitude voilà, vous aimez, vous êtes plutôt ambiance geek, et ben pareil, et ben vous vous dites, ben là c'est pendant une demi-heure, on va jouer tous les deux à une partie de jeux vidéo. Ou pareil pour des jeux de société, vous invitez vos voisins et vous restez chez vous, comme ça si bébé pleure, vous n'êtes pas loin et vous programmez une session de jeux de société. Voilà, donc après à vous de voir ce qui vous correspond, mais vous pouvez aussi le faire de chez vous et après ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, comme je l'ai dit au début, si jamais vous avez besoin à un moment de prendre vraiment du temps pour votre couple et vous, de solliciter la famille, les amis, etc. Qui souvent ne demandent que ça. Ils souvent ne demandent que ça. Après, voilà, moi je n'y suis pas encore, mais j'imagine qu'à point ça doit être difficile aussi de laisser son enfant la première fois, mais vous pouvez le laisser déjà rien qu'une demi-heure au début. Pas obligé de le laisser tout un week-end. Et Ouais, aller vraiment par phase. exactement. Et c'est un va pareil avec le couple, hein. L'idée, c'est pas de se dire on prend Mm. 2 heures vraiment ensemble. Si déjà on a 10 minutes, on peut, Mm. voilà, se faire, voilà, ce petit repas ou cette petite partie de jeu, comme tu disais. En fait, ce moment,
ce moment comme un peu ouais ce moment précieux entre nous, pas juste de dire bah la connexion elle est toujours là et même ça me fait penser tout à l'heure tu parlais des langages de l'amour, du fait que des paroles valorisantes qui sont très sensibles pour les hommes et d'utiliser tous ces langages-là petit à petit dans sa journée, ça peut être chouette d'utiliser le toucher par exemple, une petite main sur l'épaule, une petite caresse, mais juste ouais garder ce lien quoi finalement. Oui, c'est ça, totalement. Et puis, voilà, de se dire vraiment que la communication reste primordiale parce que c'est là, finalement, du moment c'est pas tant c'est vraiment le fait de ne plus communiquer qui fait aussi que la relation peut s'étioler et après qu'on tombe dans la routine, en fait, parce que on passe en mode pilote automatique et finalement, chacun vit sa vie, en parallèle comme si on était sur deux routes différentes. On se voit, mais il n'y a pas la route ne communique pas, donc on continue et on s'oublie finalement parce que on n'a pas échangé Ouais. finalement. Donc, par exemple, la maman donc va avoir son congé maternité et papa va reprendre le travail à la fin du sien. Mm. Et par exemple, il peut partir vite fait machinalement au travail. Ben non, par exemple, vous allez vraiment vous dire, vous allez vraiment, avant qu'il parte, avant qu'il y ait le moment de la séparation, c'est vraiment de prendre un temps en conscience, même 1 minute, pour vous embrasser, pour vous prendre dans les bras, pour vous dire une parole d'amour, vraiment quelque chose qui a un contact. C'est vraiment en conscience. Et vous voyez, c'est qu'1 minute. Ouais. C'est vraiment pas juste se dire, ouais, ciao, à ce soir et, voilà, chacun fait sa vie de son côté après. Mais au moins, vous avez eu ce moment de communion, on peut dire vraiment de communion à deux. Vous étiez vraiment en relation, Hmm. conscience. Ouais. Ouais, merci de partager ça et de le dire parce que c'est vraiment important hein, de pouvoir se dire ça prend qu'une minute et c'est juste tellement précieux. Je vais tellement faire du bien à ma relation de faire ça. Donc ouais, ça carrément. Je te rejoins complètement là-dessus, vraiment. Ouais. Bon, ça, c'était l'exemple pour partir au travail, mais vous en avez plein d'autres. Quand vous vous réveillez le matin, Oh oui. par exemple, au lieu de sortir du lit en stress ou alors de snoozer 1 énième fois sur le réveil, bah, vous prenez le temps de regarder votre partenaire dans les yeux ou alors de Hmm. vous enlacer. C'est vraiment de vous dire, bah non, vous dire un vrai bonjour. Ouais. Voilà. Ouais, tout est dans la conscience, mais ouais, complètement. Ouais, la conscience, ouais. Le mettre Hmm. au Hmm. Ouais. Et on parle du couple en général, et c'est vrai que ça fait souvent venir à la sexualité. C'est un peu la dernière partie de notre interview ensemble. Il y a beaucoup de chamboulements hein, après une grossesse, après un accouchement dans le corps d'une femme. Et il y a aussi cette pression assez forte de se dire, faut absolument que je retrouve quand même vite la même sexualité qu'avant. Et moi, du coup, ce que j'aimerais te demander, c'est un peu, mais on fait quoi en fait avec tout ça? On fait quoi avec ce corps qui est là, cette sexualité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors déjà, vu qu'on parle des 1 000 premiers jours, je vais aussi parler vite fait de pendant la grossesse aussi, Ouais, carrément. parce qu'il y a aussi comment dire, on dit que pendant la grossesse, la femme, elle a une libido, et tonnerre de Dieu qu'elle est vraiment exacerbée, ben pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui vont avoir une libido certes exacerbée et d'autres qui vont avoir une libido en berne. Et déjà, en plus, ça dépend de à quelle phase de la grossesse on se situe. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. On n'est vraiment pas tout égal à ce niveau-là. Ça dépendait également aussi de la sexualité, de la libido qu'on avait avant d'être enceinte, de notre histoire autour de la sexualité. Est-ce qu'on avait déjà fréquemment des rapports? Est-ce qu'on était voilà, il faut déjà prendre en compte où on en était avant d'être enceinte, puis pendant la grossesse, comment ça se manifeste. Parce qu'avec, comme on le redit, toutes les hormones aussi n'aident pas forcément
aident ou n'aident pas forcément justement à la libido. Mm. Puis il y en a certaines, malheureusement, elles ne vont pas être traitées quand on voit qu'il y a les nausées, qu'il y a les vomissements, qu'il y a des douleurs, il y a des femmes qui sont alitées très tôt, qui avaient déjà des dyspareunies et qui sont toujours présentes. Et ben oui, en effet, c'est normal qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir un rapport sexuel Mm. déjà. Donc voilà, il y a la fatigue aussi, ça, on a tendance un peu à négliger. La fatigue, oui, quand on est fatigué, on a plus envie de se coucher que pareil, de faire un câlin avec son ou sa chérie et se dire, bah non. Surtout que aussi, il y en a beaucoup qui vont continuer à travailler, donc qui ont toujours la charge mentale du foyer, qui ont la charge mentale des autres enfants s'il y en a, de leur travail. Et en plus, elles sont en train de préparer un petit être dans leur ventre. Ça fait beaucoup quand même. Donc, nouvelle injonction, non, il faut que j'ai encore une super sexualité jusqu'au bout, que je fasse plaisir à mon partenaire. C'est vrai que c'est quand même challengeant pour la femme enceinte, quoi. Et puis aussi, je tiens à le rappeler, dans la sexualité, il n'y a pas forcément la pénétration. Mm. Donc, il faut aussi se rappeler ça. Il ne faut pas, si la femme enceinte a juste envie de caresses, de câlins, vraiment plus de toucher, ou alors elle n'a pas du tout envie d'être touchée, d'être pénétrée au niveau génital, mais par exemple, elle a plus envie que son conjoint s'occupe d'une autre partie du corps. Bah, ça Mm. aussi, faut l'accepter, parce que peut-être aussi c'est beaucoup plus sensible à ce moment-là. Ou alors, par exemple, moi je vais donner un exemple concret ma propre expérience enfin, je suis enceinte, je le ressens, mais moi j'ai eu des soucis au niveau de mon col de l'utérus. Ouais. Mon col de l'utérus qui était très sensible, qui était déjà sensible avant la grossesse, mais ça s'est exacerbé pendant la grossesse. Dès que j'avais des examens avec la sage-femme ou avec le gynécologue, qui avait touché vaginal et même jusqu'au col, hein, allons-y jusqu'au bout, et j'avais des saignements. Et aussi, dès que j'avais des rapports aussi, j'avais des saignements et j'ai eu des saignements assez importants, donc ce qui fait que un peu panique à bord, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et on m'a quand même conseillé de limiter les rapports avec pénétration pour éviter que le col justement soit trop touché, enfin que ça impacte la grossesse. Donc justement, ça a été l'occasion justement de revisiter, redécouvrir notre sexualité. Et finalement, voilà, pour vous rassurer, pour vous dire que finalement, la sexualité, ce n'est pas juste une pénétration avec orgasme, éjaculation, comme on l'entend traditionnellement aussi. Donc, faut se rappeler ça. Ensuite, deuxième rappel, je tiens à dire aussi qu'il y a la sexualité seule aussi, Ouais. et notamment après l'accouchement pour déjà reprendre confiance en soi. Et là, pareil, la sexualité seule, ça ne veut pas dire que masturbation, que ce soit autant chez l'homme que chez la femme, d'ailleurs. C'est déjà redécouvrir son corps, reprendre confiance en lui, et ça peut déjà être de repasser par le toucher sur les différentes parties du corps. Ça peut être donc voilà, même vraiment au niveau du corps, si vous avez envie de vous faire un automassage, si vous avez envie de explorer votre poitrine par exemple ou une autre zone que vous trouvez érogène ou qui provoque chez vous des sensations agréables, c'est l'occasion de d'aller explorer cette voie-là et je le conseille notamment après l'accouchement pour que ce soit moins traumatique pour le corps aussi, parce qu'il suffit que déjà l'accouchement, c'est une épreuve en soi. Toute la sphère génitale a quand même été impactée. Et ça, c'est pour le cas d'un accouchement voix basse. Quand ça s'est bien passé, entre guillemets, qu'il n'y a pas eu de complications. Mais dans le cadre d'une épisiotomie
ou d'une déchirure qui a pu être très importante, ou alors d'une césarienne, là, clairement, ça veut dire que le corps, il a vraiment pris encore plus, il a pris cher, si je puis dire. Et donc, il a vraiment besoin de ce temps de repos. C'est pas pour rien qu'on parle des 40 jours de repos après un accouchement. Et ça, c'est dans le cas d'un accouchement physiologique. Quand c'est avec une césarienne, on conseille de prendre encore plus de repos parce que la césarienne, ça tire, ça fait mal. Et ça, c'est que le côté physique. Il n'y a pas aussi tout l'aspect psychologique avec l'image du corps, avec la confiance en soi que la femme éprouve envers son propre corps. Hmm. Donc vraiment, y aller vraiment en douceur au début, ne pas se mettre encore cette énième injonction de il faut que je retrouve une sexualité au plus tôt. Pour peu aussi il y a la rééducation du périnée aussi. Donc selon comment ça s'est passé, ben oui, il peut y avoir une descente d'organes, il peut y avoir des muscles très lâches à ce niveau-là, donc la rééducation va être encore plus longue. Donc ça va reprendre aussi du temps pour de nouveau avoir une sexualité classique, entre guillemets, à deux avec pénétration, etc. Et pareil aussi, même dans le cadre d'un accouchement physiologique dit normal, je remets des guillemets, il y a tout ce qui est tranché. Donc les tranchées, c'est, pour rappel, les contractions de l'utérus, parce que l'utérus, pour rappel, c'est quand même un muscle. Donc il s'est agrandi pendant 9 mois pour laisser la place au bébé. Et Mhm. après, il faut bien qu'il retrouve sa place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme Kate Middleton qui ressort de la maternité, genre, j'ai remis ma petite jupe taille 32, je suis super bien. Non, 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 vous avez encore vos vêtements de grossesse la plupart du temps quand vous sortez de la maternité. Donc, on perd du poids à la maternité, mais on perd pas tout d'un coup et pas le ventre entièrement. Eh oui. Donc, le temps que l'utérus se recontracte, donc ça s'appelle les tranchées, c'est entre 4 et 8 semaines environ, je fais une grosse moyenne. Il y a les lochies aussi. Donc, les lochies sont vraiment les pertes de sang qu'on a. C'est physiologique, hein, vous inquiétez pas. C'est normal. C'est tout ce qui a besoin d'être évacué après l'accouchement. Donc, on en perd beaucoup pendant les 24 heures. C'est là, les 24 premières heures, c'est là où vous voyez les super culottes filées à la maternité. Là, vous êtes tellement glam, tellement sexy, là. C'est le glamour incarné. Mais rassurez-vous, ça c'est surtout les 24 premières heures. Vous perdez vraiment beaucoup. Enfin, beaucoup, c'est pas non plus la mer Rouge, mais c'est là où vous allez perdre le plus. Et ça peut aller de 10 jours jusqu'à 6 semaines. Donc, il y a ça aussi. On dit, c'est pas le retour de règles, mais voilà, c'est vraiment le corps qui se débarrasse de tous ces déchets. Donc, voilà, ça rajoute aussi au fait qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir des rapports quand on a tout ça. Il y a la fatigue aussi qui reste importante. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, l'accouchement était comparé à un marathon. En Hmm. fait, c'est exactement comme si la femme enceinte, elle avait réalisé un marathon. Donc, quand on voit un homme qui fait un marathon, on va pas lui dire, Eh, chérie, ça y est, on y va. T'as fini de courir ton marathon, maintenant, hop, 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 au lit, on y va, quoi. Bah, pour la femme enceinte, enfin, qui vient d'accoucher, c'est pareil. Donc, il faut qu'elle se remette de son épreuve sportive, si je puis dire, et surtout aussi si elle allait. Parce que l'allaitement, c'est vraiment la période où la femme enceinte va être le plus fatiguée, finalement. C'est vraiment là où elle va puiser le plus d'énergie pour nourrir son bébé, parce que là, elle passe de nourrir un bébé qui avait la taille d'une petite myrtille au début, bon, jusqu'à à peu près 3 kilos, 3,5 kg à la fin. Mais si elle continue et qu'elle allaite surtout très longtemps, eh ben, il va prendre du poids. Donc, nourrir un bébé qui va grandir, qui va grossir, c'est normal que ça puise dans son énergie. Et donc, elle va devoir encore plus se nourrir, plus s'alimenter, se complémenter parfois, parce que c'est très chronophage et énergivore, un allaitement. Donc ça aussi, il faut pas le négliger par rapport à la fatigue, la libido, etc. Ouais, c'est important de parler de tout ça parce que
Ben, c'est aussi un peu, voilà, ce qu'on se disait quand on parlait de la relation de couple ou même la vie en général. En fait, enfin, c'est tout un changement de vie d'avoir un enfant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième. C'est tout un bouleversement et il faut après cohabiter avec tout ce qui va se passer. C'est challengeant et ça demande beaucoup de temps. Donc effectivement, on n'est pas habitué à ça. On est dans une société qui va vite. Moi, je fais partie des gens qui sont impatients. Donc je comprends, mais effectivement, il y a un peu cette importance de cultiver cette lenteur et de dire, mais en fait, bah, j'ai besoin de laisser du temps à mon corps pour qu'il se remette, pour qu'il se repose, et à moi aussi, hein, par la même occasion. Et puis ça reviendra. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as partagé, ce que j'ai vraiment eu de retenir en fait de tout ton partage qui est super chouette et super précieux là tout autour de la sexualité, c'est vraiment ce côté. Mais en fait, est-ce que finalement la grossesse et voilà avoir un enfant, c'est pas l'occasion un peu en or entre guillemets de réinventer enfin la sexualité et de se dire, je sors de tout ce qu'on m'a appris, je sors de cette norme justement de pénétration qui a encore malheureusement trop de pression dessus. Et est-ce que, ben voilà, finalement, j'inventerai pas un peu ma sexualité avec moi-même, avec mon partenaire ou ma partenaire, et voilà, qu'est-ce que j'ai envie et si c'était totalement différent, mais si moi ça me plaisait. Un peu ce côté finalement, on a tout en main pour faire ce qu'on a envie. Moi, j'aime bien le voir comme ça là avec ce que tu nous poses ici. Merci. Mais justement, et je rebondis parce que tu l'as redit tout à l'heure, mais là, c'est pareil que quand on parlait des attentions, le fait d'inclure le partenaire, mais dans la sexualité, c'est pareil aussi. Se créer des rendez-vous, des occasions pour justement casser la routine, et se donner comme des rendez-vous amoureux, bah, se dire, je sais pas, le mardi soir, bon, pas le 5 à 7 parce que c'est là, après, où il va y avoir les enfants, ils sortent de l'école, il y a le goûter, les devoirs, le bain, tout ça. Mais vous pouvez vous dire après, une fois qu'il est couché, bah, vous gardez vraiment ce temps pour vous et vous créez vraiment dans votre chambre aussi. Il faut vraiment que ça appelle à l'amour, si je puis dire, vraiment à l'échange, à la communion. Donc déjà, bah, votre chambre, c'est pas faut éviter qu'il y ait la télé, qu'il y ait de quoi travailler. Dites, ben non, la chambre, c'est vraiment fait pour nous deux, pour notre intimité. Hmm. Euh, c'est vraiment, voilà, si vous voulez y rajouter des choses particulières, des accessoires, une petite décoration, voilà, c'est vraiment votre cocon, votre temple, un peu, si je puis dire. Mais voilà, c'est pas votre bureau, c'est pas le salon, c'est pas la chambre de bébé non plus, même si au début il peut y avoir du cododo. Mais voilà, il faut pas non plus qu'après ça devienne sa chambre tout le temps avec toutes ses affaires, là où vous allez changer, ses jouets, sa penderie. Ouais. Voilà, il faut vraiment l'importance de délimiter les espaces, comme par exemple on va pas se doucher dans la cuisine, et ben là c'est pareil pour la chambre. L'importance toujours de communiquer. Donc on avait parlé des 5 langages de l'amour. Hmm. Bah, donc vraiment soit soit en découvrir un nouveau, soit vraiment s'appuyer sur celui qu'on apprécie ou que notre partenaire a l'habitude, apprécie également. Hmm. Et je rajouterais aussi, en plus de la communication avec son partenaire, si vraiment vous ressentez des difficultés au fur et à mesure des semaines, voire des mois, de ne pas hésiter à vous orienter vers un professionnel. Donc, que ce soit un psychologue, mais même un sexothérapeute qui vraiment, là je parle vraiment pour la sexualité notamment, n'hésitez pas vraiment à vous tourner vers des professionnels le plus tôt possible. Mieux vaut que vous soyez rassuré et que finalement le suivi, ce ne soit qu'une seule consultation. Hmm. Le professionnel dise que finalement ça va, il vous donne quelques astuces, il vous a entendu, ça vous a suffi, plutôt que d'attendre que la situation s'envenime et que ce soit beaucoup plus difficile pour vous après de remonter la pente. On en revient à cette demande d'aide hein, dont tu parlais Oui. au début très justement. Et ça passe aussi parfois par se dire, OK, on va voir un ou une thérapeute et on avance ensemble ou chacun de notre côté, mais c'est primordial. Donc, ouais, merci d'avoir rajouté ça.
Est-ce que on arrive à la fin déjà? C'est passé super vite, Mhm. vraiment. Oui, c'est vrai, oui. C'était très riche. Moi, je te remercie beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu as pu tout dire ou est-ce que tu as envie de dire un dernier petit truc? Ça peut être soit des fois il y a des gens qui proposent des Bon, recos à ce moment-là, des choses qu'ils ont vues, ça les a marqués, ou alors un dernier conseil, un dernier tips. Bref, c'est le dernier. Voilà, c'est ta prise de je- parole, donc elle est totalement libre, elle est pour toi. j'aurais peut-être deux choses à dire, le message de fin et des ressources, comme tu l'as Yes. dit. Donc, le message de fin, c'est vraiment ne pas s'oublier en tant que couple et surtout en tant que femme. Parce que c'est pas parce qu'on devient maman qu'on est maman à 100% H24, qu'on n'est plus que ça. On est vraiment, enfin, en tout cas, ma vision, moi, quand j'accompagne les personnes, c'est vraiment dans une vision holistique. C'est vraiment donc toutes les parts de la personne, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, mental, spirituel, mais également sa vie de couple, sa vie de femme. Parce que même avant d'être un couple, on est aussi une femme. Là, je parle de la femme enceinte, hein, mais pour l'homme, c'est pareil. On a une vie professionnelle, on a une vie amicale, familiale, parfois associative, parfois engagée. Donc voilà, c'est vraiment prendre en compte toutes ces parts de nous-mêmes. Donc certes, certaines choses, vous allez devoir faire des ajustements, certes. Parce que si vous passiez 10 heures par semaine à la salle de sport, bah, peut-être qu'au début, vous allez faire un peu moins. Surtout le papa va se dire, bah non, là, j'aimerais bien passer une soirée avec toi. Donc, vous ne négligez pas vos centres d'intérêt, mais tout est une question d'équilibre, en fait. Et c'est à vous de le trouver. Il n'y a pas, l'équilibre ne sera pas le même pour tous. Pour réussir à concilier toutes ces parts de soi, mais vraiment ne pas s'oublier pour après tomber dans le cliché de la maman qui s'oublie complètement, qui ne prend plus soin d'elle, qui peut être habillée comme un sac, qui a les cheveux sales, voilà, qui peut avoir une apparence négligée et qui fait tout le temps triste et fatiguée parce qu'en fait, elle court à droite, à gauche entre son travail, ses enfants, la maison. Donc, on peut avoir vite fait ce cliché. Donc, si on veut éviter de tomber là-dessus, faut quand même penser à soi, égoïstement. Comme quand on dit dans l'avion, d'abord, vous savez, le masque à gaz, enfin le masque à gaz, le masque à oxygène, le masque à gaz, c'est autre chose. Le masque à oxygène, ben, on dit qu'il faut d'abord se le mettre sur soi avant de le mettre aux enfants ou à d'autres personnes. Que si on se le met pas à soi, on va risquer de manquer d'oxygène et pour le coup de plus aider personne. Ben, là, c'est la même chose. Il faut d'abord prendre soin de soi pour mieux s'occuper des autres. Et de toute façon, en tant que thérapeute, c'est ce qu'on nous dit aussi. Tu me contrediras pas, Céline? Non, clairement. C'est vraiment ça. Et vraiment, ce message, il est super important. Euh, je suis une maman, je suis une amoureuse, mais avant tout, je suis moi et j'ai le droit de prendre soin de juste ce moi-là qui est là, qui est juste là. J'ai besoin d'en prendre soin. Ça c'est vraiment mon conseil. Mais que je conseillerais même pas que pour les mamans, mais vraiment pour toutes les femmes, toutes les personnes, quoi. C'est tellement important Ouais. pour tout le monde, quoi. Et tu avais une dernière ressource, c'est ça, à partager? J'avais différentes ressources à vous partager. Il y avait le compte Instagram et le livre Ceci est notre postpartum. Hmm. Donc d'Ilana Vesman. Donc c'est une femme, je sais plus en quelle année, mais je crois que ça part des années 2018-2019. Elle a, en fait, elles ont avec deux autres femmes, elles ont dénoncé en fait la vision idéale, voire négligée du postpartum en fait, et elles ont vraiment voulu montrer la réalité du décor. Et Mhm. donc notamment, elles se prenaient en photo sur Instagram et elles montraient leur ventre après l'accouchement. Et ben non, en fait, là, je suis pas en fin de grossesse, j'ai accouché il y a une semaine, par exemple. Pour Ouais. montrer qu'elles avaient encore le ventre qui n'était pas complètement plat, qui pouvait avoir des vergetures, qui pouvait avoir encore la culotte filée. Enfin, voilà, vraiment, elle Hmm. parlait des tabous, des choses qu'on tait, qui sont tues. Et voilà, après, elle en a fait un livre. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais suivi un peu le compte Instagram à l'époque. Et donc, moi, je vais le lire, mais je vous le recommande si jamais vous avez l'occasion. Donc, vraiment dépeindre la réalité du postpartum.
Vous avez aussi pour les mamans fatiguées le site des Fabuleuses. Donc ça, ça passe notamment aussi par une newsletter quotidienne d'une maman qui est passée par la dépression postnatale aussi Hmm. et qui était vraiment au fond du trou. Elle avait déjà eu 2 enfants et là, c'était dans le cadre de son postpartum avec des jumeaux. Donc en plus des jumeaux, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des grossesses gémellaires à risque, tout ça, on est resté assez général. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc elle est passée par cette phase-là et elle a voulu aider d'autres mamans. Je sais plus comment elle s'appelle, mais si vous tapez les fabuleux sur Internet, vous trouverez. C'est vraiment une communauté de soutien pour les mamans qui sont épuisées et qui ont besoin de soutien pour ne pas être seules, pour ne pas sombrer. Elle parle vraiment sans tabou, sans cacher la vérité, notamment du postpartum et de la grossesse sur tout ce qui est vécu, tout ce que les mamans peuvent ressentir et vivre, puisqu'elle est elle-même passée par cette phase-là. Yes. Et enfin, il y a des associations locales comme le Club Poussette, les Pâtes au beurre aussi, vraiment des lieux ressources où les parents et les mamans peuvent vraiment aller trouver du soutien pour échanger sur leur vie de parents. Et vraiment, vous en avez, bon, après ça dépend où vous habitez, mais dans les villes, dans les grosses villes, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à disposition des parents au niveau associatif. Vous avez aussi des PMI, vous avez les sages-femmes, vous avez les psychologues. Enfin, vraiment, faut pas hésiter. Il y a beaucoup de groupes maintenant. Et encore, j'ai pas tout mis parce qu'il y a tellement de ressources, je ne connais pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de ressources maintenant Hmm. pour on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'aide. Il existe vraiment maintenant des solutions. Il faut vraiment maintenant oser passer le cap. Et si vous voulez pas aller vers une association, bah déjà juste le fait de discuter dans votre couple, avec vos amis, avec votre famille, c'est déjà énorme pour prévenir tous les troubles, dépression et burn-out parental, qui vient aussi pour les papas. Pas les oublier. Génial, bah merci pour tout ça et puis je vous mettrai tous les liens comme ça vous aurez juste à cliquer dans la description de tout ce que tu nous as proposé. Je remettrai également la référence du coup de Ceci notre postpartum et je rajouterai aussi un livre que moi j'ai lu il y a pas très longtemps qui est assez intéressant, un livre de Céline Chadela et d'une autre autrice qui est du coup Le Mois d'or qui est très très chouette. Oui, il est bien Ouais, ce livre-là, oui. Je ouais, l'ai il est lu. vraiment très sympa donc voilà, merci infiniment Manon d'avoir été là. Très rapidement, juste pour terminer, donc si ça s'est bien passé, qu'on a envie de travailler avec toi, que ce soit là, on sait qu'on a beaucoup parlé du coup de cet accompagnement autour de la parentalité, mais voilà, hein, il y a eu aussi tout ce que tu as dit au tout début, le féminin blessé, voilà, le fait de vouloir un accompagnement holistique pour soi, etc. Comment on te retrouve comment tu travailles? Est-ce que c'est déjà en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Comment ça se passe? Oui. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un compte Facebook et un compte Instagram. Vous avez ça. Vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez me contacter. Oui, j'ai un site WordPress aussi. Vous pouvez voir la descriptif un peu plus en détail de mes premiers accompagnements. Et j'ai également une newsletter qui est envoyée mensuellement où je partage aussi mes offres, mais également du contenu plus personnel et des choses plus exclusives pour ceux qui me suivent. Je travaille essentiellement en visio. En plus, avec bébé qui arrive, ce sera plus pratique. Et Yes. je vais commencer aussi à proposer des ateliers, mais en présentiel aussi. Donc, je suis dans la région nantaise, à Saint-Herblain pour être plus exacte. Donc, je serai vraiment un peu plus présente après mon congé maternité, bien sûr, mais dans la région pour proposer des ateliers, que ce soit autour de la périnatalité et du cycle ou de la sexualité. Yes. Eh ben, super. Tu reviens quand tu veux, parce que je pense qu'il y aurait plein de choses encore à dire, donc Ah oui, ah oui, là j'ai dû me restreindre déjà. Il y a tellement de choses à dire, ça me passionne tellement comme sujet que
Voilà, on Oui. pourrait faire plein d'épisodes sur le sujet et sur d'autres, mais voilà, Eh c'était ben, vraiment très, très chouette. eh ben, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire à nous envoyer des petits messages sur les réseaux. Voilà. On va remercier ton petit bébé qui s'est tenu bien sage pendant toute l'heure. Oui, Voilà. Et te souhaiter, en tout cas, moi, je te souhaite une magnifique suite et fin de grossesse, un magnifique début de vie avec ce petit bébé. Voilà, tout plein de bonnes choses, tout merci. plein de bonheur. Et puis voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un podcast en solo et pour d'autres interviews. Et d'ici là, ben, bien sûr, prenez soin de vous pour aimer l'autre encore plus fort.